Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre. On vous propose ce soir un entretien spécial avec un historien de renom connu des Algériens. Son dernier ouvrage, La première guerre d'Algérie, une histoire de conquête et de résistance, 1830-1852, paru aux éditions Frantz Fanon, vient étayer le récit d'une histoire coloniale qu'on veut oublier et faire oublier en France. Le chercheur en histoire y consigne les crimes de guerre de l'armée coloniale française durant la première phase de la colonisation et l'extrême cruauté de ses officiers qui souvent amplifièrent sur le terrain la politique répressive décidée à Paris. Enfumades, emmurades, viols, décapitations et tueries de masse, les militaires les plus connus rivalisèrent de férocité pour mater les rébellions, tantôt successives, tantôt sporadiques, des populations colonisées et furent ainsi les ambassadeurs de l'esprit colonial et racial qui traverse jusqu'à nos jours la société française. On reçoit pour en parler, nous avons l'honneur d'ailleurs de le recevoir par téléphone depuis Paris, Alain Roussiot. Alain Roussiot, bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Écoutez, tout le plaisir est pour moi. J'ai toujours grand plaisir à dialoguer avec les amis algériens. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes docteur en histoire et vous avez consacré l'essentiel de vos travaux à l'histoire coloniale et vous êtes aussi l'auteur d'une quinzaine d'ouvrages sur le sujet. Alors on va revenir très brièvement d'abord sur la polémique qui a marqué ces derniers temps l'actualité en France. Et si Jean-Michel Apathy a affirmé que les nazis s'étaient inspirés des méthodes coloniales de la France, Benjamin Stora évoquait il y a quelques jours la conquête coloniale comme ayant servi de laboratoire aux idéologies apparues notamment au XXe siècle, telles que le nazisme justement. Quelle est votre opinion là-dessus, Monsieur Roussiot ? Eh bien, écoutez, ma première réaction lorsque j'ai écouté Jean-Michel Apathy, c'était de dire qu'il avait dit une chose qui paraissait tellement évidente. Ce qui m'a le plus surpris, ce n'est pas l'affirmation de Jean-Michel Apathy, c'est la réaction outrée, presque haineuse de ses interlocuteurs, en particulier de Madame Portelli, qui est une députée LR, donc c'est la droite normalement classique, qui ne devrait pas être excessive, mais qui est en train de le devenir, ou même pour certains qu'il est devenu. Donc franchement, c'est une chose tellement évidente pour les historiens, et depuis longtemps, je veux dire, moi dans mon livre, j'ai référencé même, dès les drames eux-mêmes, il y a eu des protestations en France, il y a eu une information qui a circulé, pas dans toute la société bien sûr, mais enfin parmi les gens informés, ceux qui lisaient la presse à l'époque, savaient qu'il y avait eu effectivement des exterminations locales de villages entiers, des villages brûlés, rasés, comme on disait à l'époque, et des enfumades. Les choses ont été connues. Mais l'analogie avec le nazisme, justement, est-ce que vous partagez cette vision, monsieur Roussiot ? Écoutez, moi je suis un ancien professeur du secondaire, et donc j'essaie de toujours pratiquer en observant la pédagogie. Et je pense que heurter d'emblée un public ne permet pas de lui faciliter l'écoute par la suite. Donc moi, mais en tout cas, Jean-Michel Apathy est journaliste, il a évidemment les méthodes qu'il a voulu choisir. La comparaison avec Oradour, donc je rappelle un crime nazi très très connu en France, oui. Cette comparaison est fondée. Il y a même eu des centaines de villages. C'est un peu ce que disait en substance Jean-Michel Apathy. Il n'a pas inventé un fait qui n'existait pas. Il n'a rien inventé. Voilà. Alors, justement, Monsieur Roussiot, la particularité de la doxa autour de la question coloniale en France est qu'elle est extrêmement liée d'abord à un certain prestige d'une armée coloniale conquérante et glorieuse. C'est comme ça qu'on la voit en France, mais aussi une mission civilisatrice de l'entreprise coloniale en Algérie et ailleurs aussi. Alors, est-ce qu'une reconnaissance des crimes par la France de la barbarie coloniale en Algérie pourrait entraîner en tout cas, selon vous, la fin de cette distorsion des faits historiques et discréditer les donneurs d'ordre, les penseurs aussi, les idéologues de la colonisation française en Algérie? C'est ça le risque. Bien sûr. Alors, je vais vous répondre en deux étapes. Oui. La première étape, c'est que la réaction actuelle d'une partie de la société française
ne m'étonne pas, et je dirais malheureusement, ne m'étonne pas dans la mesure où nous sommes victimes, nous-mêmes au XXIe siècle, pratiquement de 2 siècles, parce que hélas, dans 5 ans, il y aura le 200e anniversaire du début de la conquête de l'Algérie. Nous sommes victimes de plusieurs générations qui ont subi une propagande coloniale qui était très très forte, qui commençait dès l'école communale par exemple la notion d'inégalité des races qu'on apprenait à l'école, qui continuait bien sûr par la presse, ensuite le moyen plus moderne, la chanson, le cinéma, etc. Et puis de grands intellectuels qui ont soutenu je pense évidemment à Ernest Renan, par exemple, qui était l'un des grands penseurs français du XXe siècle, du XIXe siècle, pardon. Je pense bien sûr à Tocqueville, et puis au XXe siècle, énormément d'intellectuels qui ont soutenu, qui étaient en quelque sorte les prédécesseurs de Finkielkraut, pour aller vite. Donc cette propagande a malheureusement porté ses fruits. Et puis alors, la deuxième partie de ma réponse, c'est de dire que il faut en permanence, nous les historiens, les intellectuels, les journalistes, enfin tous les gens et les hommes politiques qui sommes informés, qui savons que la colonisation a recelé énormément de crimes, eh bien il faut que nous soyons dans une attitude offensive, je dirais plus offensive encore. Peut-être n'avons-nous pas été assez vigilants devant cette montée cette résurrection en quelque sorte. Oui, mais Monsieur Rousseau, comment expliquer que ce discours soit dominant aujourd'hui en France, notamment dans les médias français? Comment expliquer aussi ce déni national des crimes coloniaux, alors qu'une documentation suffisamment fournie et facile d'accès, notamment sur Internet, nous permet aujourd'hui de connaître au moins en partie les crimes coloniaux en Algérie durant la période de résistance et même après, durant la guerre de libération? Alors, je tempère un petit peu ce que je viens de vous dire en affirmant toutefois que je crois qu'il ne faut pas confondre les idées qui sont véhiculées par les médias. Bon, les chaînes d'information, c'est absolument... Bon, je ne parle même pas de CNews qui est littéralement basé même sur le rejet des immigrés et sur une forme de racisme, incontestablement. Mais même d'autres chaînes d'infos. Donc je crois qu'il faut distinguer entre cela, le discours politique, on en parlera, j'imagine, de Bruno Retailleau, des gens comme ça, et puis l'opinion profonde. Je pense qu'il faut quand même savoir que des Français, ceux qui veulent savoir, ont quand même d'autres moyens de savoir. Alors malheureusement, il faut passer par les réseaux sociaux, mais les réseaux sociaux sont quand même des concurrents directs des grandes chaînes d'infos. Il faut passer également par l'activité que un certain nombre de collègues comme moi, avec moi, des historiens critiques, des intellectuels critiques, nous menons effectivement le combat pour la vérité. J'en profite d'ailleurs pour vous signaler, puisqu'on peut évidemment le capter partout dans le monde et en particulier en Algérie, que je co-anime un site qui s'appelle histoirecoloniale.net où tous les jours nous alimentons avec des informations. Et mon expérience, si vous voulez, de citoyen, quand je parle autour de moi, et pas seulement à des gens politisés, mais quand je parle autour de moi, je constate quand même que, je dirais pas tous, malheureusement, mais un certain nombre de Français moyens ne mordent pas à cette propagande et savent très bien, dès qu'on commence à parler avec eux, que la colonisation a été un drame. Et la meilleure preuve que la colonisation a été un drame, c'est que tous les peuples colonisés, dès qu'ils ont pu s'en débarrasser, c'est le cas du peuple vietnamien de 45 à 54, c'est le cas bien sûr du peuple algérien de 54 à 62, dès qu'ils ont pu s'en débarrasser, eh bien on chassait non pas les Français en tant que tels, mais on chassait le colonialisme. Alors, du début de ce que les autorités coloniales françaises appelaient la conquête, jusqu'en 1871, est en vigueur le régime militaire dit du sabre, qui s'appuie tout simplement sur la soumission de l'Algérie au gouvernement français. Vous dites que c'est finalement un système terroriste qui repose sur la domination par la terreur. Alors, à quel moment les autorités coloniales ont basculé, selon vous, dans cette guerre totale contre les Algériens?
savez, essayons de nous imaginer quelle pouvait être la réaction d'un Algérien moyen en 1830 lorsqu'il voyait arriver une armée étrangère qui se comportait immédiatement d'une façon extrêmement violente. Je référence dans mon livre, par exemple, la destruction du vieil Alger. Bon, je rappelle que l'entrée de l'armée française dans Alger, c'était le 5 juillet 1830. La première chose que l'armée a faite, c'était de détruire les quartiers centraux de la ville pour pouvoir avoir des espaces libres pour faire passer l'armée, etc., etc. Et puis les premières destructions de mosquées, les premières transformations de mosquées en établissements catholiques. L'Algérien moyen qui voyait cela n'avait pas besoin qu'on lui parle très longtemps avant de comprendre qu'il avait envie de se révolter. Et donc il y a eu une sorte heureusement l'Algérie a eu à ce moment-là deux grands hommes, parce que je cite bien sûr l'émir Abdelkader que tout le monde connaît, mais je cite également le Bey Hamed de Constantine qu'en France on connaît très peu. Ouais. Bon, et il a fallu qu'effectivement que ces éléments soient un petit peu les éléments mobilisateurs de la résistance, et cette résistance a été on peut dire immédiate, parce que les 2 premières années, l'armée française a quand même contrôlé en tout cas le nord de l'Algérie. Mais ensuite, à partir du moment où il y a eu cette résistance, c'était une résistance populaire, c'est-à-dire que la population savait bien qu'il fallait aider les cavaliers d'Abdelkader et d'Ahmed pour contrecarrer l'armée française. Et donc, à partir de ce moment-là, l'armée française, enfin, je reprends, parce que je veux toujours souligner le rôle de l'État. Ce sont les gouvernants qui sont les principaux responsables. Après, bien sûr, les militaires ont été des sabreurs et souvent des criminels. Mais il faut, c'est vrai en général dans l'histoire coloniale d'ailleurs, c'est vrai également pour votre guerre d'indépendance, bien sûr des gens comme Massu ou comme Bijard ont été des tortionnaires, mais il ne faut jamais oublier que c'était des gouvernants français. Mais Monsieur Roussio, certains militaires ont fait de l'excès de zèle, certains militaires français ont dépassé ce qui était décidé à Paris. Ça, je ne le crois pas. Ça, je ne le crois pas. Vous voyez, je pense que il faut surtout ne pas retirer la responsabilité première des gouvernants et des États. Je vous cite un seul exemple, Bugeaud. Bon, on va forcément parler de Bugeaud. Bugeaud était déjà un militaire, bien sûr, mais il était également député. Avant d'être envoyé en Algérie, il a fait des discours à la Chambre des députés que je reproduis dans mon livre. Ces discours sont des discours véritablement de description à l'avance de la guerre totale. C'est-à-dire, il dit exactement, sous-entendu, les officiers qui étaient là avant moi étaient des incapables, moi je vais vraiment vous montrer comment faire la guerre au peuple algérien. Donc il fait une description, il dit qu'il faut rasier, il dit qu'il faut éradiquer, il dit qu'il faut semer la terreur pour imposer la domination française. Mais qui le nomme après qu'il ait annoncé ce programme, c'est le gouvernement français, c'est le roi Louis-Philippe à l'époque, c'est le premier ministre de l'époque qui s'appelait Adolphe Thiers, qui par la suite va être le massacreur de la Commune 40 ans plus tard, 30 ans plus tard. Donc vous voyez, je pense que bien sûr, une fois qu'ils étaient sur le terrain, ils avaient en quelque sorte carte blanche. Donc cette carte blanche, ils l'ont appliquée avec la violence que j'ai décrite dans mon livre. Et j'ajoute qu'il n'y a pas eu que Bugeaud. Un certain nombre de généraux aujourd'hui sont passés un petit peu dans l'oubli. Mais le rôle de Saint-Arnaud, le rôle de la Mauricière, le rôle du général Négrier, le nom du général Boyer, tous ces gens-là ont été des gens d'une brutalité inouïe. Et il convient justement de le rappeler, Monsieur Roussio. C'est vrai qu'on focalise souvent sur Bugeaud, mais d'autres généraux, d'autres officiers de l'armée coloniale, on en fait autant, si ce n'est plus. Bien sûr. Oui. Bien sûr. Regardez si certains de vos auditeurs ou téléspectateurs cherchent sur Internet les lettres d'un soldat je crois qu'il était colonel de Montagnac. De Montagnac non seulement a écrit
mais même ces lettres ont été publiées par la suite. Il a écrit qu'il fallait éliminer les Algériens et que les survivants devaient ramper comme des chiens. C'est une expression qui figure sous la plume de Montagnac. Donc effectivement, Bugeaud doit être dénoncé, mais Bugeaud était un élément important d'un système global. Ouais. Alors, est-ce que vos recherches nous permettent aujourd'hui d'avoir une vision globale, presque exhaustive, de l'ampleur de ce système ultra-répressif et brutal qui était la colonisation en Algérie? Ou est-ce qu'il y a encore des pans de l'histoire qui, selon vous, peuvent nous échapper parce qu'ils n'ont pas été documentés au moment des faits? Alors, vous savez, le métier d'historien est un métier très réjouissant parce qu'on se dit qu'il y a toujours quelque chose de nouveau à découvrir. De toute façon, mon livre est très épais, il a été déjà salué par un certain nombre de critiques, donc j'en suis satisfait, mais il y a toujours des choses à découvrir. Alors, maintenant, pour répondre plus directement à votre question, oui, on peut faire un bilan humain qui est malheureusement approximatif. Parce que évidemment les généraux ne faisaient pas à chaque fois un rapport lorsqu'ils avaient quitté un village qui avait été rasié. S'il y avait 100 cadavres sur le sol, ils prenaient même pas la peine de les compter, donc c'était même pas dans leur rapport. Donc on ne peut pas savoir précisément. Et j'ajoute qu'il n'y avait pas de recensement, bien sûr, en 1830. Mais donc une sorte de péréquation qui me paraît quand même très proche de la réalité m'amène à penser qu'il y a eu plus de 10% de la population algérienne qui est morte des effets soit directs, soit indirects de la conquête. 10%, c'est-à-dire si on considère qu'il y avait je crois, à peu près de l'ordre de 4 millions d'habitants dans l'Algérie de 1830, les chiffres sont approximatifs, malheureusement. Mais donc ça veut dire qu'il y a eu plus de 400 000 et probablement autour d'un demi-million d'Algériens morts. Alors encore une fois, ce que j'appelle les effets directs, c'est des gens qui ont été tués directement par l'armée française. Et les effets indirects, c'est lorsque l'armée française avait fait une razzia, avait volé la totalité du blé et avait emporté avec elle tout le bétail, et bien les paysans, les soldats, tout simplement, se retrouvaient sans vivre, et il y avait des famines, il y a eu des famines épouvantables dans toute la population. Des maladies, comme le choléra, par exemple, qui était inconnu en Algérie et en Afrique en général. Ces maladies-là, avec les conditions d'hygiène de l'époque, on produit une mortalité galopante. Alors, Monsieur Rousseau, est-ce que l'ampleur des massacres et des crimes coloniaux s'explique, selon vous, par le fait que l'Algérie ait été une colonie de peuplement et aussi le caractère déterminé de la résistance, qui, comme je le disais en début d'émission, était soit sous forme de révoltes successives, ou pouvait parfois être espacée et rejaillir tout de même quelques dizaines d'années plus tard? Bien sûr, alors, oui, ce qui est certain, c'est que la résistance algérienne ne s'est jamais arrêtée. Alors, vous avez raison de dire qu'il y a eu des résurgences. Lorsque l'émirat Abdelkader s'est rendu dans l'honneur en décembre 1847, les Français, et le Béhamed s'est rendu d'ailleurs, je crois, au printemps 1848, les Français considéraient peut-être, ça y est, c'est terminé, l'Algérie est conquise, l'Algérie est définitivement terre française. Donc je cite des formules comme ça dans mon livre. L'Algérie était considérée comme définitivement une terre française. Conquise, mais cette résistance ne s'est jamais arrêtée, elle s'est ensuite manifestée plus, il y a eu ce qu'on appelait la grande révolte kabyle de 1871, il y a eu ensuite également dans l'entre-deux-guerres, entre 1920 et 1940, il y a eu des protestations politiques qui ont été d'ailleurs réprimées, je pense à la fondation de la Ligue nord-africaine, je pense à la fondation du Parti du peuple algérien. Donc toutes ces choses-là ont entretenu la flamme de la résistance, et s'il n'y avait pas eu cette flamme de la résistance, il n'aurait pas pu y avoir de 1er novembre 1954. Donc le 1er novembre 1954 était en quelque sorte un aboutissement de 124 années de résistance ouverte ou souterraine. Alors est-ce qu'il est possible encore
alors, selon vous, de rétablir l'intégrité du récit historique sur la colonisation en Algérie, face à ce que vous appelez d'ailleurs vous-même une gangrène révisionniste et néocoloniale très présente dans le système médiatique. Vous parlez d'ailleurs d'une réévaluation médiatique de ce que fut la réalité et le bilan aussi de la domination coloniale. Oui, je ne vous cache pas que je ne dis pas que je suis que nous, je parle au pluriel, nous ne baisserons pas les bras, nous menons le combat mémoriel d'une façon très active. Évidemment, nous sommes assez nombreux. Je n'ai absolument pas le monopole de cette protestation. Mais bon, moi j'ai parfois des moments de découragement quand j'entends Madame Portelli qui dit quand même on n'a pas brûlé des gens dans les églises comme à Oradour. Eh bien si, madame, l'armée française a pénétré dans des mosquées, a détruit des mosquées, et lorsqu'il y avait des formes de résistance, est rentré dans des mosquées à cheval, avec parfois en sabrant les fidèles qui étaient sur place. Donc il y a eu des choses comme ça. Donc oui, c'est un combat. C'est un combat qui n'est pas facile à mener. Je crois que pour vos auditeurs ou téléspectateurs qui viennent parfois en France, ils doivent constater qu'il y a effectivement de puissants moyens de désinformation. Et je pense par exemple à toutes ces revues. Moi, vous savez, des fois quand je vais dans un kiosque de gare ou d'aéroport et que je vois toutes ces revues sur papier glacé, avec photos couleurs, qui sont toutes des revues militaristes, colonialistes, qui réhabilitent l'armée française, l'œuvre française. Quand j'entends encore aujourd'hui des hommes politiques qui disent que la France est le pays des droits de l'homme, tout ça, ce sont des affirmations non fondées. Et donc, nous, avec nos moyens, qui ne sont quand même pas mineurs, mais avec nos moyens, on essaie de combattre cette résurgence, c'est littéralement ce qu'on peut appeler, je dirais même dans certains cas, on peut même parler d'un négationnisme. Il y a une différence à faire entre révisionnisme, où certains essaient d'amadouer un petit peu les événements, et puis négationnisme, qui par exemple a été le cas qui est bien sûr le cas de l'extrême droite, Éric Zemmour ou des gens comme ça. Justement, mais négationnisme, ça veut dire négation des réalités. Justement, la question mémorielle aujourd'hui, Alain Roussio, est aujourd'hui, comme vous le disiez un peu, piégée par le discours de l'extrême droite et aussi la droite classique qui rejoint, qui est en train de dévier carrément vers l'extrême. Alors, est-ce qu'elle est seulement, cette question mémorielle, est-ce qu'elle est seulement un enjeu de la rente électorale en France? On peut parler de rente électorale puisque on voit déjà certains profils qui commencent à faire les lièvres, j'ai envie de dire. Ou est-ce que véritablement, on est véritablement dans un tournant dans les relations entre les deux pays, entre l'Algérie et la France, avec cette campagne hostile, campagne politique hostile contre l'Algérie? Il faut rappeler que la France a mis 37 ans pour nommer ce qu'elle appelait les événements d'Alger, pour dire guerre d'Algérie. Donc, est-ce que c'est quelque chose qui peut encore reculer au vu du contexte politique actuellement en France? Eh bien, écoutez, oui, je suis obligé de constater que ces idées-là progressent. La meilleure preuve, d'ailleurs, c'est qu'un certain nombre d'idées défendues par le Rassemblement national depuis des années, avant ça par le Front national, que ces idées-là, aujourd'hui, ressurgissent et sont dans la bouche de certains ministres français, fleurissent sur certains médias. Bon, quand je vois, par exemple, M. Bruno Retailleau qui veut donner des ordres à la politique algérienne, je crois qu'il s'est trompé de siècle. Il faut lui rappeler quand même qu'il est ministre de l'Intérieur, c'est-à-dire qu'il est chargé de s'occuper de la politique française, et que l'Algérie n'est plus 3 départements français comme au temps de François Mitterrand. Quand François Mitterrand disait la seule négociation c'est la guerre, Retailleau dit la seule négociation c'est la dénonciation, c'est le combat, la dénonciation de l'Algérie, etc. Donc oui, il faut rappeler à M. Retailleau et à d'autres que l'Algérie a conquis de haute lutte son indépendance et qu'elle mène la politique que son gouvernement, que son peuple et un Français n'a pas apporté
d'appréciation particulière sur la situation politique algérienne. Merci beaucoup, Alain Roussio. Merci d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes docteur en histoire. Merci de nous avoir apporté toutes ces précisions. Merci à vous aussi de nous avoir suivis dans, je vous le disais, ce numéro spécial, cet entretien avec Alain Roussio, historien. Je vous remercie. Juste pour vous signaler que j'espère venir présenter mon livre sur place en Algérie. Je suis déjà venu plusieurs fois en Algérie, donc 3 fois aussi là, par exemple. Donc, j'espère que j'aurai l'occasion d'être plus physiquement présent dans votre pays. Et vous êtes le bienvenu, ça devrait se préciser au printemps. C'est bien cela, Alain Roussio. J'espère. Inch'Allah. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir suivis. Plaisir. Je vous dis merci. Et je vous dis à très bientôt. Excellente suite des programmes. Au revoir.